Un gynéco à votre écoute, une émission présentée par Joseph Lévy. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet important de la gynécologie médicale et chirurgicale. Cela concerne une femme sur 10 et c'est l'endométriose. Qu'est-ce que l'endométriose ? Normalement, le sang des règles ne contient pas que du sang, il contient aussi des cellules de l'endomètre. Je vous rappelle que l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui se renouvelle chaque mois. Donc le sang des règles contient des cellules endométriales et s'écoule à l'extérieur. Pour des raisons que l'on ne connaît pas bien encore, il peut y avoir un reflux de ce sang dans la cavité abdominale par les trompes et il se greffe des cellules de l'endomètre un peu partout dans le petit bassin et même ailleurs, nous allons le voir. C'est pour ça que cette pathologie s'appelle l'endométriose. Il faut bien comprendre qu'après cette greffe, dans le ventre et ailleurs, il y a l'utérus principal qui réagit normalement aux sécrétions hormonales cycliques. Il y a tous ces petits utérus miniatures qui sont greffés un peu partout et qui vont réagir aussi aux sécrétions hormonales qui sont au cours du cycle, qui se font au cours du cycle, à savoir les œstrogènes au début et la progestérone ensuite. Donc une maladie liée aux règles, aux sécrétions hormonales. Elle est bénigne, mais elle a des répercussions très importantes, qui sont des répercussions personnelles parce qu'elle est très handicapante. Elle a des répercussions professionnelles, des répercussions conjugales et des répercussions sociales. Donc je vous le disais, très fréquente, et plus on la recherche, plus on la trouve. C'est ça le problème, c'est que autrefois, on méprisait un peu ces femmes qui étaient dolentes et qui se plaignaient de douleurs multiples, variées, et maintenant, on sait que l'endométriose touche un peu plus qu'une femme sur 10. Bien sûr, la pathologie est variable d'une femme à l'autre, la symptomatologie est variable d'une femme à l'autre, c'est ce que nous allons voir, et d'un cycle à l'autre. Heureusement, ces derniers temps, depuis 2-3 ans, existe un test que l'on appelle endotest d'endométriose, qui permet de dépister l'inflammation qui se développe au contact de ces îlots d'endométriose. Il existe aussi de nombreuses associations qui écoutent les femmes porteuses d'endométriose, comme l'association Info Endométriose ou Endomint. Comment l'endométriose se manifeste-t-elle sous la forme clinique ? Ce sont essentiellement des douleurs pelviennes qui touchent le bas du ventre, mais qui peuvent irradier dans le dos, et parfois ce ne sont que des douleurs dorsales, pouvant faire errer le diagnostic. Ces douleurs, que l'on appelle la dysménorrhée, ce sont des douleurs des règles, et vous savez que la puberté s'installe vers l'âge de 12-13 ans, et que les premières règles sont à peu près normales, mais plus la femme avance en âge, plus les règles deviennent douloureuses. Ce sont des douleurs de fin de règles plutôt que début de règles. On appelle cette douleur la dysménorrhée secondaire. Je viens de vous expliquer pourquoi. Très invalidante. Il existe aussi ce qu'on appelle des dyspareunies. Ce sont des douleurs au moment des rapports sexuels, car il peut y avoir des îlots d'endométriose qui siègent sur la cloison recto-vaginale, au fond des cul-de-sac de Douglas, surtout le cul-de-sac postérieur. Et pendant le rapport sexuel, vous comprenez bien que mécaniquement, ces îlots qui subissent des micro-traumatismes peuvent être douloureux. Quand on est plié en deux, on comprend vite qu'il se passe quelque chose d'anormal. Il faut aller consulter son soignant habituel, son gynécologue, qui vous enverra vers un spécialiste, car il existe des spécialistes de l'endométriose.
L'autre cause de diagnostic, c'est parfois la stérilité, primaire ou secondaire, plutôt primaire. Cette infertilité touche les femmes en âge de procréer, bien sûr, mais parfois un petit peu plus, car les femmes ont tendance à faire des enfants un petit peu plus tard qu'autrefois, et c'est vers 35 ans que l'on peut dépister cette endométriose quand on déclenche la batterie de tests que je vais vous exposer. Et les règles, bien sûr, quand elles surviennent, non seulement elles sont douloureuses, mais elles sont hémorragiques, elles sont plus abondantes et plus longues que d'habitude. Où peuvent se greffer ces utérus miniatures, c'est ce qu'on appelle ces endométriomes? Eh bien, un peu partout. Sur les ovaires, il se développe des kystes, des cavités remplies de sang, et ce sang est alimenté par ces îlots d'endométriose ce sang ne peut pas s'extérioriser, ne peut pas s'échapper, et donc l'augmentation progressive de ces kystes entraîne des douleurs par distension et aussi par l'inflammation secondaire qui se déclenche. On les trouve essentiellement aussi quand on fait une cœlioscopie pour douleurs qui ne font pas leur preuve sur ce qu'on appelle les ligaments utérosacrés. Je vous rappelle les cours d'anatomie. Ces ligaments utérosacrés sont responsables de la fixité de l'utérus dans le petit bassin. Ils unissent le col et plutôt l'isthme utérin au sacrum en arrière. C'est là qu'il faut aller les chercher en cœlioscopie. Sinon, on les retrouve partout, dans la vessie, avec des symptomatologies propres à l'appareil urinaire, avec des urines qui peuvent être sanglantes pendant les règles. Dans le péritoine, bien sûr, puisque c'est là où reflue le sang des règles, et ça peut se disséminer un peu partout. Et ils peuvent être parfois, quand ils ne sont pas vus, qu'ils ne sont pas traités, peuvent être responsables, après traitement, de récidive de l'endométriose. C'est pour ça qu'après un traitement chirurgical éventuellement, on donne un traitement médical pour mettre à plat ces îlots d'endométriose qui n'ont pas été vus. Cela se voit aussi dans les poumons. On a décrit, bien sûr, c'est une curiosité, on a décrit des hémoptysies, c'est-à-dire des expectorations sanglantes pendant les règles, à cause de la greffe de ces îlots d'endométriose dans les poumons. Dans le tube digestif, c'est assez fréquent, et il m'est arrivé souvent d'opérer des femmes qui avaient une colonisation de sang au niveau du sigmoïde, et là il faut faire appel au chirurgien digestif qui fait une résection du conduit digestif qui est touché par cette endométriose. Et quand ça touche le tube digestif, parfois c'est des douleurs à la défécation. Quelle est l'origine de l'endométriose? C'est assez mystérieux, c'est plutôt multifactoriel. On pense qu'elle est en partie seulement, en partie liée au reflux de sang, comme je l'expliquais, des règles, qui contiennent ces cellules d'endomètre, et qui vont se greffer dans le péritoine et dans les viscères alentours. On ne sait pas pourquoi ces cellules ne sont pas éliminées, puisque normalement, il y a un système dans l'organisme, un système de protection immunitaire qui rejette les greffes. Vous savez bien que quand les gens se font une greffe de rein, même si c'est une greffe de rein avec un système immunitaire autologue, eh bien, il faut donner un traitement immunosuppresseur pour que l'organisme supporte cette greffe de rein. Eh bien là, on ne comprend pas pourquoi, dans le cas d'endométriose, l'organisme supporte ces cellules ectopiques qui font des îlots et parfois, je vous l'ai dit, des kystes très importants. On évoque des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Quel âge? Donc je vous l'ai dit, ça peut toucher tout âge. Parfois c'est une femme en âge de procréer, donc c'est là où le bilan met en évidence l'endométriose, mais parfois c'est un petit peu plus tard, vers 35-40 ans. Quelle est la démarche diagnostique? Comment fait-on le diagnostic d'endométriose? Parfois les femmes ne se plaignent de rien du tout, sauf de douleurs ectopiques, et c'est quand on fait le bilan, échographie, IRM, cœlioscopie, que l'on découvre qu'il y a, en dehors d'une pathologie annexe, par exemple un fibrome, qu'il y a des îlots d'endométriose associés à ce fibrome.
Donc, une découverte de routine. Parfois, c'est quand on pose un spéculum que l'on voit au fond du vagin, dans le cul-de-sac de Douglas postérieur, des îlots noirâtres correspondant à du sang vieilli qui s'est accumulé dans ces kystes d'endométriose. C'est rare. La plupart du temps, il faut faire une échographie pelvienne. Et cette échographie pelvienne, il faut profiter de la faire après les règles. Pourquoi après les règles? Puisque les îlots d'endométriose seront beaucoup plus visibles, puisqu'ils sont remplis de sang qui s'est récemment accumulé dans ces cul-de-sac d'endométriose. C'est bien sûr l'IRM, car les images sont beaucoup plus parlantes que l'échographie, et c'est à la consultation spécialisée qui met en route la cystoscopie, qui elle aussi, il est recommandé de la faire pratiquer après les règles, dans la semaine qui suit la fin des règles. Quel est le traitement de la ménopause, de l'endométriose, pardon. Le traitement est médical et il est chirurgical à la fois. Si les règles sont douloureuses, le traitement consiste, s'il n'y a pas de désir de maternité, consiste à supprimer les règles, soit par une pilule banale qui bloque les sécrétions d'œstrogène et de progestérone, soit en attaquant plus haut par des analogues de la LHRH qui, elles, bloquent. Vous savez bien, je vous rappelle le cours de physiologie que je vous avais fait, qu'il y a une boucle de rétrocontrôle avec la LHRH qui est émise à partir de l'hypophyse. Donc, on bloque à partir d'hormones de la LHRH. Parfois, en dehors des pilules classiques, il faut donner des pilules normodosées et non pas donner des mini-pilules ou même des micropilules qui sont moins efficaces que la pilule œstrogéno-progestatif. Parfois, les progestatifs seuls peuvent suffire, par exemple du luténil du 10e au 25e jour du cycle, cela suffit. Et il existe aussi un stérilet hormonal. Ce stérilet hormonal peut être proposé pour mettre fin aux douleurs des règles. Il faut bien sûr y associer des traitements anti-inflammatoires, car, je vous l'ai dit, l'endométriose déclenche une réaction inflammatoire. Le traitement chirurgical de l'endométriose permet d'espérer le doublement des chances d'arriver à obtenir une grossesse. C'est là qu'il va, mais aussi il va aussi dans le sens où il faut supprimer les douleurs. Ce traitement chirurgical portera sur les organes touchés, bien sûr. Il faudra toujours être le plus conservateur possible de l'organe, sauf chez la femme de plus de 50 ans, chez qui on découvre une endométriose osseuse et qui a fait le plein de ses maternités. Ce traitement chirurgical conservateur sera suivi d'un traitement médical, comme je vous l'ai dit, à base d'analogues de la LHRH sous forme d'injection pour mettre à plat ces éventuels micro-foyers d'endométriose invisibles lors du dépistage. On crée donc une espèce de ménopause artificielle pendant 3 à 6 mois post-opératoire. La procréation médicalement assistée, la PMA, est souvent interpellée dans ces cas d'endométriose car il y a une diminution de la fertilité chez ces femmes porteuses d'endométriose, avec troubles de l'ovulation particulièrement et difficulté à maintenir une grossesse. Et si une grossesse survient, bien sûr, elle est menacée de fausse couche car l'équilibre hormonal n'est pas excellent. Il ne faut pas recourir d'emblée à la procréation médicalement assistée. Tous les gestes chirurgicaux, ablation de kystes d'endométriose, vaporisation des foyers d'endométriose qui sont implantés sur les ligaments utérosacrés, résection et digestive éventuellement s'il y a un gros foyer sténosant parfois. Après mise au repos de fer, comment fonctionne la procréation médicalement assistée? Après mise au repos des ovaires, comme je vous l'ai expliqué par les analogues, la patiente est mise sous traitement inducteur de l'ovulation par une série d'injections
d'auto-injection qu'elle fait elle-même avec des stylos injecteurs, selon un protocole bien défini par les équipes qui s'occupent de procréation médicalement assistée, bien sûr, surveillance échographique et surveillance des ovaires, croissance pour déclencher, dosage hormonal pour décider quand on va déclencher l'ovulation. Selon la maturation des ovocytes, je vous rappelle, et selon les directives qu'on leur a données. Si le sperme a un pouvoir fécondant satisfaisant, bien sûr, récupération des ovocytes par aspiration aiguë de ponction ovarienne, par voie vaginale sous contrôle échographique, et manipulation ensuite par le biologiste pour mettre en culture les ovocytes inséminés. En contact avec le sperme, après 3 jours de culture, les embryons que l'on a obtenus sont transférés dans l'utérus maternel, la plupart du temps 1 à 2 embryons maximum, pour éviter les grossesses multiples, et on propose la congélation embryonnaire des divers embryons que l'on a fait pousser. Après 10 à 15 jours, si le test de grossesse est positif, tant mieux, mais la survenue des règles signe l'échec. Risque d'avortement, je vous l'ai dit, risque d'avortement spontané, ce qu'on appelle le tri naturel qui se fait parfois pour une grossesse, et le risque de fausse couche, d'avortement spontané augmente avec l'âge. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'endométriose, qui reste un domaine très important de la pathologie médicale, puisqu'elle fait intervenir plusieurs spécialistes, et même des hyper spécialistes, puisque la procréation médicalement assistée est le domaine de gynécologues et d'endocrinologues pointus. Je vous ai parlé en début d'intervention de ce nouveau test qui existe depuis 2 à 4 ans, qui s'appelle l'endotest. C'est un test salivaire. Il a été annoncé en 2022, il a d'emblée suscité l'enthousiasme du milieu médical, puisque c'est une avancée révolutionnaire. Je vous signale qu'il a été développé par une start-up lyonnaise, Ziwig. Il est basé sur la présence de biomarqueurs caractéristiques de la maladie. Ce sont des micro-ARN, acides ribonucléiques, et l'on a fait un séquençage à haut débit pour rechercher ces micro-ARN. Cet endotest est simple. On crache dans un tube spécialisé qui est donné au laboratoire. La sensibilité de ce test, cet endotest, est de 96%, avec des vrais positifs dans 96% des cas. Le dépistage de l'inflammation est fait par le biais de ce test, et les résultats sont obtenus au plus tôt en 48 heures, et donc c'est quelque chose qui révolutionne cette pathologie. Il est cher, il coûte autour de 1 000 €. Il ne sera pas remboursé avant 2025. Ce sont les prévisions prochaines des ARS. Et je vous signale que le 7 mars était la journée mondiale contre l'endométriose. Je vous remercie de votre accueil et de votre écoute. À bientôt. Un gynéco à votre écoute, une émission présentée par Joseph Lévy.